Chaque jour, de nouvelles découvertes éclairent les mystères stupéfiants et mortifères de cet endroit que nous appelons l'univers. Où sont les Martiens? À la surface couverte de poison de la planète rouge ou dans les sources d'eau qu'on y a découvertes? La vie martienne survivrait-elle à une attaque massive? Les Martiens ont-ils la forme de microbes ou de monstres? Voici enfin les réponses dans Mars, nouveaux indices. Aujourd'hui, nous pouvons envoyer des humains en orbite autour de Mars et les ramener sur Terre en toute sécurité. Se poser sur Mars est l'étape suivante. Quand l'homme se posera sur Mars, il se pourrait que des milliards de Martiens l'y attendent. Mais sans doute ne ressembleront-ils pas à cela, ni à cela, mais plutôt à cela. Des microbes, des bactéries ayant évolué pour survivre sur une planète dont la pression atmosphérique représente 1% de celle de la Terre. Un monde aride, où les températures descendent jusqu'à 140 degrés au-dessous de zéro. La surface n'a rien d'accueillant, mais cela ne veut pas dire que juste en dessous, il n'y ait pas un endroit bien plus adapté à une vie microbienne sur Mars. La vie existe-t-elle sur Mars? Il y a environ 10 ans, ma réponse aurait été très différente. Nous avons tellement appris depuis. Il y a quelques décennies, on aurait parlé de science-fiction. Mais nous savons aujourd'hui qu'il y a sur Terre, au fond des mers, des amas de bactéries situés à proximité de failles ou évents hydrothermaux. D'autres vivent dans des poches d'eau liquide, par 3,50 m sous les glaces de l'Antarctique. Notre connaissance de la vie microbienne terrestre a tellement progressé qu'on pense aujourd'hui qu'il y a des chances qu'une forme de vie primitive ait pu naître sur Mars et y subsiste d'une manière ou d'une autre. Comment la vie serait-elle apparue sur Mars? Peut-être grâce à un éclair. Printemps 2006. Certains spécialistes affirment que les éclairs sont inconnus, mais des détecteurs terrestres de micro-ondes en captent dans les tempêtes de poussière rouge. Il ne s'agit pas d'éclairs associés à des orages, tels que ceux que nous connaissons, car il ne pleut pas sur Mars. C'est ce qu'on appelle de la foudre sèche. Cette foudre sèche, due à l'accumulation d'électricité statique, pourrait avoir été le déclencheur de la vie sur Mars. Avec la foudre, on a une nouvelle source d'énergie qui peut affecter notre composition chimique et altérer des éléments dans l'atmosphère ou même au sol. Pour une célèbre expérience visant à reproduire la création de la vie sur Terre, on a fait passer un courant électrique à travers un mélange d'eau et de gaz, créant ainsi une soupe contenant des composés organiques, des éléments constitutifs de la vie, les acides aminés. On ne crée pas forcément la vie en envoyant des décharges électriques, mais on peut rassembler ainsi les conditions indispensables à sa naissance. La foudre sèche a-t-elle permis la création de formes de vie sur Mars, ou a-t-elle détruit toute chance que cela se produise? Sur Mars, la foudre pourrait provoquer la formation de peroxyde d'hydrogène, entraînant l'apparition d'autres éléments chimiques susceptibles de détruire la matière organique et de stériliser les sols. Câbles de démarrage porteurs de vie ou chaises électriques fatales. On ne connaît pas encore les conséquences de la foudre sèche sur Mars. Entre le moment où l'on réfléchit et celui où l'on comprend un phénomène martien, de nouvelles découvertes nous enseignent que de nombreux mystères restent à élucider. Comment trouve-t-on des bactéries aussi minuscules sous la surface d'une planète située à 77 millions de kilomètres?
Une forme de vie prolifique est celle où l'on trouve le plus grand nombre d'organismes, s'ils existent, et c'est ce qui est le plus difficile à trouver. Comme des grimpeurs, les spécialistes cherchent la vie sur Mars en opérant des connexions, en faisant des déductions à partir d'une observation, en espérant qu'un indice les mène dans la bonne direction. Et quand ça ne suit pas, on recommence. C'est un travail difficile. Ceux qui sont à l'origine des missions ont dit « Essayons d'abord de voir s'il existe des lieux habitables, des endroits favorables à la vie. » Comme on le sait, l'eau est l'élément clé. Sur Terre, il faut de l'eau liquide pour qu'il y ait de la vie. Cela peut être une petite poche au cœur d'un glacier, mais on a besoin du caractère naturellement fluide de l'eau pour qu'ait lieu le processus de création de la vie. Sur les premières images prises par les sondes spatiales, Mars n'était qu'un gros rocher mort de couleur rouge. Sa mince atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone. Et l'on pensait que c'était la même chose pour les calottes polaires. Dans les années 70, on ne s'attendait pas à trouver d'eau, ni de forme de vie sur Mars. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Au XXIe siècle, des sondes spatiales plus performantes ont révélé qu'un grand nombre d'informations étaient fausses. Il s'est avéré que les calottes polaires de Mars contenaient à peu près autant d'eau que les 5 grands lacs d'Amérique du Nord. Aujourd'hui encore, dans les calottes polaires, il pourrait y avoir assez d'eau pour former une couche de 5 à 10 mètres de profondeur sur la surface martienne. Il ne s'agit pas de savoir si nous croyons qu'il y a de l'eau sur Mars, mais s'il y en a réellement. C'est la question clé, car la vie microbienne pourrait ne pas s'être développée, à moins qu'il n'y ait eu de l'eau liquide plus tôt dans l'histoire de la planète. Pour trouver de l'eau liquide sur Mars, il y a toutes sortes de procédés. De 1997 à 2006, la mission Mars Global Surveyor de la NASA a recherché des minéraux à base d'eau à l'aide de spectromètres très sensibles. Tous les éléments chimiques ont une signature spécifique, comme une empreinte digitale. Quand un élément est frappé par la lumière, il la renvoie d'une façon qui lui est propre. Nous sommes renseignés sur sa composition simplement en observant la lumière qu'il émet. Cela ressemble à la façon dont notre oreille capte les vibrations. Certaines notes sonnent fort, d'autres moins. Un peu de la même manière, les spectroscopistes se consacrent à sélectionner ces vibrations spécifiques. La sonde Surveyor a trouvé une pépite. De l'hématite, une combinaison de fer et d'oxygène. La présence d'hématite montre qu'il y a peut-être eu de l'eau liquide sur Mars, car on trouve également ce minéral sur Terre dans des environnements où il y a eu un jour de l'eau. Ces roches rondes de l'Utah se sont formées dans le grès, grâce à l'eau qui circulait dans les pores de la roche et déplaçait le fer, si bien que celui-ci a cimenté ensemble ces petites sphères. Celles de Mars sont un peu plus petites, mais elles sont nées de la même manière. La mission Surveyor est aujourd'hui terminée, mais à l'heure actuelle, 5 sondes prennent des images et des mesures de Mars. La sonde européenne Mars Express tourne autour des équateurs. Les sondes de la NASA, Mars Odyssey et plus récemment Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO, survolent les pôles. Pendant ce temps, 2 astromobiles, Spirit et Opportunity, explorent la surface à la recherche d'indices indiquant la présence d'eau dans les roches. Spirit est dans un lieu très accidenté, rocailleux, poussiéreux, un peu sauvage. Les photos prises par ce robot montrent un endroit rouge et très éclairé. Opportunity est de l'autre côté de la planète, dans une zone très plate. Il y fait plus sombre et l'endroit est de couleur plutôt chocolat que rouge.
Au printemps 2008, une 6e sonde rejoint les 5 premières. Il s'agit de l'atterrisseur Phoenix de la NASA. Le 25 mai 2008, sur Terre, des hommes et des femmes surveillent fébrilement leur écran, tandis que Phoenix achève son voyage de 9 mois. Il traverse flamboyant l'atmosphère de Mars, à 20 000 km/h. Nous lui avons appris à s'envoler, nous lui avons transmis toutes nos connaissances. Maintenant, il faut le laisser travailler. Il est très difficile d'atterrir sur Mars. C'est le chaos pendant 6 ou 7 minutes avant d'atteindre la surface. C'est ce qu'on appelle les 7 minutes de terreur. C'est pendant ces quelques minutes que Phoenix doit passer de 20 000 km/h à 8. Autrement, Mars comptera un cratère de plus. Après des années d'efforts, on va enfin savoir si cela marche ou non. Le parachute se déploie. Ces images ont été prises par Mars Reconnaissance Orbiter. Les réacteurs ralentissent la descente afin de réussir un atterrissage presque parfait au pôle nord de Mars. Signal d'atterrissage détecté. Phoenix va rechercher de l'eau gelée sous la surface martienne. Mais aurait-il découvert plus que ce qu'on attendait? Une photo d'un des pieds du robot semble montrer quelque chose qui ne devrait pas être là. Nous avons de nouveaux indices qui laissent penser qu'il y a pu y avoir de la vie sur Mars un jour. Des dépôts minéraux prouvent que de l'eau a coulé en surface. Les spécialistes de la NASA cherchent des preuves d'eau partout sur Mars. Et au printemps 2008, ils en ont peut-être trouvé dans un endroit inattendu. À peine arrivé au pôle Nord, l'atterrisseur Phoenix observe quelque chose d'étrange sur l'un de ses pieds. Certains collègues ont pensé que c'était des gouttelettes d'eau, ce qui est curieux car il fait très froid. Il n'est pas évident que l'eau puisse être stable dans cet endroit, mais elle pourrait être très salée et avoir un point de fond très bas. C'est possible. Je ne sais pas ce qu'est cette goutte d'eau ou ce qui y ressemble sur la jambe de Phoenix. Les spécialistes sont partagés. Et sur Internet, les spéculations vont bon train et restent des spéculations. Malheureusement, les images que nous avons sont très floues et nous sommes en résolution maximum. Ça donne vraiment envie d'y aller et de prendre une meilleure image, mais c'est peut-être une question à laquelle on ne pourra pas répondre. Bien que ces gouttelettes restent aujourd'hui encore un mystère, le bras robotisé de Phoenix a creusé jusqu'à 10 cm sous la surface et a confirmé ce qu'on pensait en se heurtant à un sol glacé et dur, contenant de l'eau gelée. Mars Odyssey avait prévu que Phoenix atterrirait sur un sol glacé recouvert d'une fine couche de poussière. Phoenix y est allé, a touché le sol. Cette nouvelle clé de la science planétaire a été expérimentée sur le terrain. L'équipe de Phoenix s'attendait à trouver de l'eau gelée. Ils ont été surpris par un autre élément détecté par les lasers de la sonde dans le ciel martien. De la neige. Non pas de la neige carbonique, mais des cristaux d'eau comme sur Terre. En effet, il neige sur Mars. Phoenix a d'abord vu cette neige se dissiper en altitude dans l'atmosphère et aussi tomber à la surface, puis retourner à l'état de gaz, quand le Soleil était de retour. C'est l'une des premières fois où nous avons vraiment vu le cycle de l'eau entre la surface et l'atmosphère. Elle est passée d'un état gazeux à l'état solide, puis retournée à l'état gazeux. Pendant ce temps, les astromobiles Spirit et Opportunity explorent la région de l'équateur.
Ils utilisent des techniques d'imagerie à haute résolution et la spectroscopie pour trouver des traces de minéraux et des formes de relief sculptées par l'eau dans un passé reculé. La journée d'un robot commence au lever du soleil, qui illumine ses panneaux solaires et le réveille. Des ordres lui sont envoyés par radio de la Terre. Il lui indique tout ce qu'il doit faire. Maintenant, tu avances de 10 mètres, et puis tu t'arrêtes, tu tournes de 20 degrés, et tu fais une photo panoramique avec tel filtre couleur. Vers la fin de la journée, l'une des sondes de la NASA, comme Mars Odyssey Orbiter ou Mars Reconnaissance Orbiter, va prendre le relais et le robot va transmettre les données du jour à la sonde, qui les transmet ensuite à la Terre. Ainsi, pendant que le robot est au repos, nous recevons ces images, ainsi que d'autres données. On essaie ensuite de voir ce qui s'est passé. A-t-il fait ce que nous attendions de lui, ou quelque chose d'inattendu? Début 2008, Spirit signale qu'il a des problèmes avec sa roue avant droite. Lorsque l'équipe du Phoenix a tenté de faire une marche arrière sur Phoenix, la roue s'est enfoncée de plusieurs centimètres dans le sol et a heurté de la silice. Où trouve-t-on du silice sur la Terre? Dans les zones hydrothermales. C'est peut-être la même chose sur Mars. C'est pour cela que cette silice excite les esprits. Cela indique qu'il y a peut-être eu des zones hydrothermales sur la planète rouge et le robot Spirit serait coincé dans l'une d'entre elles, près de ce qui était peut-être un ancien point chaud comme Yellowstone. Cette découverte accidentelle soulève une question. Y aurait-il actuellement une activité thermale souterraine sur Mars? L'intérieur de Mars est-il toujours chaud? Très certainement. La planète n'a pas pu refroidir complètement. Une partie de la chaleur générée par son accrétion, par sa formation, est forcément encore présente, sans parler de la chaleur dégagée par des éléments radioactifs. Il y en a certainement assez à l'intérieur de Mars pour que des fluides chauds puissent se constituer. Il est possible que l'on trouve de l'eau liquide à une certaine profondeur sous la croûte. À Yellowstone, comme dans toutes les sources chaudes de la Terre, on trouve de nombreuses espèces de bactéries qui se nourrissent et se développent grâce à cette eau riche en gaz et en minéraux. Y aurait-il sur Mars des sources d'eau cachées, favorables à la création de formes de vie? On aimerait lancer des sondes électromagnétiques sur Mars, car elles pourraient nous dire s'il y a du liquide à une certaine profondeur. Ce serait fantastique, et nous saurions enfin ce qu'il en est. Pendant que l'équipe du Spirit réfléchit à ce qui se cache sous le sol de Mars, une autre surprise l'attend en surface. 2% des sols autour de Phoenix sont composés de perchlorate, une combinaison de chlore et d'oxygène. La découverte de perchlorate sur Mars a fait l'objet de controverses, car sur Terre, c'est une substance très toxique. Sur Terre, les perchlorates sont utilisés comme propulseurs pour les feux d'artifice et les fusées. C'était une surprise et une découverte. Pourquoi trouvait-on cela? Comment cela s'était-il formé? La question des perchlorates, une question intéressante qui n'a pas encore de réponse définitive. Les perchlorates sont produits naturellement dans des endroits comme le désert d'Atacama au Chili, où les ultraviolets du soleil transforment le chlore et l'oxygène. Et sur Mars, il pourrait se produire un certain nombre de réactions chimiques similaires. Même sur Terre, on n'en comprend pas tous les détails, alors sur Mars. Le défi avec les perchlorates, c'est qu'ils affectent les expériences que l'on mène pour trouver des molécules à base de carbone, comme celles que l'on pourrait trouver dans des formes de vie. À l'heure actuelle, certains spécialistes reprennent les expériences de 1976 conduites par la Viking. Quand Viking s'est posé à la surface de Mars en 1976, on n'a trouvé aucune trace d'une forme de vie. Selon une théorie récente, s'il y a des perchlorates dans le sol, il aurait pu détruire la matière organique selon le même procédé utilisé pour les détecter en chauffant le sol. Les perchlorates ont peut-être détruit les matières organiques au cours de la mission Viking.
Et sur Terre, c'est un poison qui explique l'épuisement de nombreux produits chimiques. Mais ils sont aussi une source d'énergie pour certaines bactéries qui absorbent des déchets toxiques. Et pour la vie, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Si les microbes peuvent se nourrir des sols toxiques martiens, en revanche, ceux-ci pourraient être mortels pour les hommes. On ne sait pas comment les composants perchloriques altéreraient la surface. Elle pourrait être dans un état très oxydé qui pourrait se révéler corrosive et endommager les tenues des astronautes. Après 5 mois de travail, la mission Phoenix est menacée par une tempête de poussière qui balaie les plaines de Mars et recouvre tout sur son passage. Au milieu d'une tempête aussi violente, Phoenix est condamné. L'atterrisseur Phoenix de la NASA a sondé l'eau gelée de Mars. Il a trouvé de nouveaux indices qui permettent de penser que la planète rouge a un jour abrité la vie. Mais à l'automne 2008, il est sur le point de disparaître. Sur Mars, quand le vent souffle, il balaye la poussière. Elle est faite d'une matière aussi fine que la farine. Elle fouette l'atmosphère et se répand lentement en recouvrant tout. La poussière rouge couvrant les panneaux solaires de la sonde Phoenix, la lumière du soleil, sa source d'énergie, ne peut plus lui parvenir. La sonde Phoenix a besoin de beaucoup de temps pour recharger ses batteries. La nuit, il fait très froid et il faut qu'il fasse tourner son chauffage toute la nuit pour rester en vie. Le 2 novembre 2008, Phoenix s'éteint. L'hiver se renforce sur Mars et le dioxyde de carbone gelé s'accumule, emprisonnant la sonde dans un tombeau de glace sèche. Mais les données de la sonde continuent à être analysées. Aller sur Mars, prendre des mesures en surface, obtenir des données précises sur l'histoire de Mars et sa composition chimique, tout cela était essentiel pour s'assurer de la présence d'eau sur cette planète. L'eau est indispensable à la vie. Mais selon les derniers indices, ce n'est que l'un des éléments qui ont pu construire Mars. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît sur Mars, on peut décrire 4 périodes. La première époque, il y a 4,6 à 3,2 millions d'années, est une période très active. Mars s'est formé, ainsi que les autres planètes, quand du gaz et des débris tourbillonnants se sont combinés, puis refroidis, pour former un monde de roches. Ensuite, la planète rouge a été bombardée et scarifiée par des météorites. Cela a creusé de nombreux cratères et de nombreux strates géologiques laissent penser que de l'eau s'écoulait en surface vers la fin de cette période. Parmi ces nouveaux indices, on trouve les rives d'un lac photographié en 2009 par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter. C'est la première rive découverte sur Mars. Les restes d'un lac aussi vaste que le lac Champlain, en Amérique du Nord. Chaque indice de présence d'eau sur la planète Mars est capital pour déterminer si nous sommes seuls ou non dans l'univers. Certains spécialistes disent même qu'un océan comme l'océan Atlantique couvrait un tiers de la surface de Mars il y a 3,5 milliards d'années. Avec de l'eau et du temps, la vie aurait pu naître sur la planète rouge. La première période de la vie de Mars s'achève et la seconde commence par une explosion, quand les volcans remodèlent la planète. Il y a eu une activité volcanique importante. Le mont Olympe est le plus grand volcan du système solaire. Donc on sait qu'il y avait des volcans importants par le passé. La planète rouge est recouverte d'un basalte volcanique noir, comme celui que l'on trouve autour des volcans d'Hawaï.
Les substances chimiques rejetées par les volcans, y compris le soufre, se sont mélangées à l'eau qui restait et ont eu une action acidifiante, un peu comme les pluies acides sur Terre. En même temps, il semble que l'atmosphère ait rétréci, que l'eau se soit raréfiée et soit devenue moins stable en surface. Quand l'atmosphère rétrécit, l'eau liquide ne peut plus exister en surface. Ce n'est que grâce à la pression atmosphérique qui la comprime que l'on trouve de l'eau à la surface de la Terre. Sur Mars, l'eau ne peut que s'évaporer ou geler. C'est au cours de la troisième période que Mars est probablement devenu rouge à cause de l'oxyde de fer, de la rouille, contenue dans la poussière. Prenons une roche volcanique d'Hawaï ou d'Islande récemment extraite et laissons-la à l'air libre. Elle va devenir rouge et brune avec le temps. Elle va s'oxyder. Il a pu se produire la même chose sur Mars. Dans la dernière période, Mars entre dans une profonde glaciation. Entre il y a 100 millions et 2 millions d'années, se sont formés de vastes glaciers qui ont sculpté de nouveaux dessins dans les bassins et les cratères. En bref, selon les découvertes les plus récentes, Mars était une planète chaude et humide. Et elle est progressivement devenue un monde froid et sec. Elle avait une atmosphère plus épaisse. Il y avait de l'eau et peut-être de la pluie, peut-être de la neige. Il y avait toutes sortes de choses qui nous sont familières. C'est fascinant de voir comment on peut remonter le temps grâce à ces missions, comment on peut étudier ce qu'il y avait sur Mars et qui a disparu. Tandis que l'on acquiert des preuves de la présence ancienne d'eau sur Mars, ces images satellites de 2009 semblent révéler l'impossible. De l'eau liquide s'écoulant à la surface de Mars. Il y avait peut-être des failles qui ont permis à l'eau d'être capturée sous la surface. Ou il a pu se produire des événements qui ont capté l'eau, ou de l'eau gelée qui a jailli et dévalé les pentes de ces cratères. La vision de ces ravines est un des événements les plus passionnants de la décennie. On m'a toujours dit qu'il était impossible de trouver de l'eau sur Mars, et cela remet en question tout ce qu'on nous apprend. C'est passionnant parce que cela pourrait vouloir dire qu'on s'est trompé jusqu'ici. Dans la première annonce de la découverte, on a avancé l'hypothèse que la glace avait fondu ou qu'il y avait eu un aquifère. Selon différentes théories et études récentes, ce pourrait être dû au dioxyde de carbone. Qui s'écoulait. Mais le milieu scientifique continue ses recherches. Certaines traces se sont révélées être des coulées de poussière. J'espère qu'elles ne le sont pas toutes et que certaines aient été produites par l'eau. La recherche d'eau et de formes de vie sur Mars est une quête permanente qui mène d'anciens océans aux ravines d'hier. C'est comme un nouveau parcours d'escalade, semé d'obstacles et d'embûches. Un piège comme celui-ci, quand cette photo prise près de l'équateur de Mars a rappelé à beaucoup de gens une autre image. Mars aurait-elle pu abriter un jour des formes de vie? Les preuves minérales découvertes par des sondes comme le robot Spirit sont encourageantes, mais elles peuvent avoir été mal interprétées. Nous devons faire attention à ne pas aller plus loin que ce que les données, les expériences et les hypothèses actuelles nous indiquent. Mais cela nous est bien difficile. En 2008, quand une photo prise par le robot Spirit a circulé sur Internet, des milliers de personnes en ont tiré une conclusion peu fiable. Ces images ne ressemblent-elles pas à celles que l'on attribue au fameux Yeti? Prouvent-elles qu'il y a de la vie sur Mars? Non.
Il s'agit d'une roche de 5 cm de hauteur. Nous n'avons toujours pas de preuve définitive de l'existence de la vie sur Mars. Comme les fameux canaux du 19e siècle ou les visages du 20e siècle, le Yéti martien est l'attrape-nigo du 21e siècle. Parfois, les gens ne savent pas différencier les faits et la science-fiction. S'il y a de la vie sur Mars, ou s'il y en a eu, elle a dû se développer très tôt dans l'histoire de la planète, quand celle-ci possédait encore un champ magnétique qui la protégeait des radiations de l'espace. C'est dans la croûte que réside la preuve de l'existence ancienne d'un champ magnétique. La plupart des roches renferment un champ magnétique qui a gelé lorsqu'elles se sont solidifiées. Ces roches magnétiques dispersées sur toute la planète rouge offrent une version martienne des aurores boréales, comme on l'a découvert en 2008, et bien qu'elles ne soient pas visibles à l'œil nu. Sur Terre, lorsque des particules chargées du Soleil sont captées par les lignes du champ magnétique terrestre et s'écrasent dans l'atmosphère, elles émettent un rayonnement et apportent de l'énergie à l'atmosphère. Récemment, la sonde européenne Mars Express a détecté des aurores sur Mars. Mais que se passe-t-il réellement si des particules chargées glissent le long des lignes de ce qui reste de champ magnétique? Mais comment Mars a-t-elle perdu son champ magnétique? Selon une théorie, alors que Mars se refroidissait il y a un peu moins de 4 milliards d'années, son noyau ferreux en fusion s'est solidifié et a cessé de fonctionner. Les mouvements à l'intérieur du noyau n'étaient pas suffisants pour générer un courant électrique et produire un champ magnétique. Mais il existe une hypothèse qui envisage un phénomène plus rapide et beaucoup plus violent. Selon une théorie récente assez controversée, Mars avait une ou plusieurs lunes assez grosses qui interceptaient les satellites. Et ces lunes réchauffaient l'intérieur par un phénomène de marée et le gardaient en fusion, ce qui générait des courants et produisait un champ magnétique. Mais si, 500 millions d'années après la formation de Mars, ces lunes s'étaient écrasées sur la planète, cela aurait pu détruire le champ magnétique. La plupart des spécialistes n'adhèrent pas à cette théorie. Ces lunes pouvaient-elles être assez grosses pour causer de tels dégâts? L'idée que des lunes, satellites de Mars, se seraient écrasées sur elle au cours de son premier milliard d'années est peu probable. Mais ce n'est pas complètement impossible. C'est autour de ce météorite martien, ALH 84001, que se croisent les interrogations sur le champ magnétique de Mars et d'éventuelles formes de vie. En 1996, des scientifiques affirment qu'elle contiendrait des microbes martiens fossilisés. Mais d'autres disent qu'il ne s'agit pas d'éléments biologiques. À partir de là, les spécialistes ont travaillé sur cette petite météorite de la taille d'une pomme de terre pour en extraire un maximum d'informations. De nouveaux résultats ont été présentés. En avril 2010, des chercheurs équipés de nouveaux outils radioélectriques annoncent que les précédentes hypothèses sur la météorite sont fausses. Elle a environ 1 milliard d'années de moins que ce que l'on pensait. Auparavant, on avait daté la roche d'une époque où Mars était encore en train de se solidifier, trop tôt sans doute pour que les microbes aient pu se développer. La nouvelle datation donne à la météorite un peu moins de 4,1 milliards d'années. 4,1 milliards d'années. Si Mars a été habitable, ce serait à ce moment-là, car on pense qu'alors de l'eau s'écoulait à la surface, qu'il y faisait plus chaud et que l'atmosphère était plus épaisse. Mais comment une météorite martienne a-t-elle pu arriver sur Terre? C'est la question que nous pose Christina M. de Dallas, au Texas. Elle nous a envoyé un SMS. Comment un morceau de planète peut-il se détacher et atterrir sur une autre?
Bonne question, Christina. Nous avons trouvé sur Terre des météorites qui viennent indéniablement de Mars. On en connaît environ 50. Nous pensons que, de temps en temps, des astéroïdes percutent Mars et projettent des morceaux de roche dans l'espace. Ensuite, la force gravitationnelle de la Terre les attire. Ils atterrissent et nous les trouvons. C'est ainsi que nous sommes amenés à étudier des morceaux de Mars sur Terre. En 2010, la NASA annonce que les instruments de microscopie électronique dont est équipé ALH 84001 ont montré des grains de cristaux d'oxyde de fer, appelés magnétites, similaires en forme et en dimension à ceux produits par certaines bactéries qu'on trouve dans les océans terrestres. Sur Terre, les bactéries ont trouvé comment développer en elles des cristaux de magnétite, qui les aident à s'orienter d'après le champ magnétique terrestre lorsqu'elles se déplacent dans l'océan ou cherchent de la nourriture. Les cristaux de ALH 84001 sont-ils de la magnétite fossilisée créée par des bactéries martiennes pour leur permettre de chasser et de se nourrir dans un ancien océan lorsque Mars avait encore un champ magnétique il y a plus de 4 milliards d'années? S'il s'agit bien de fossiles, ils montrent qu'une forme de vie assez sophistiquée était autrefois présente sur Mars. On est encore en plein débat. Il y a encore pas mal de travaux scientifiques en cours et de nombreuses discussions à propos des météorites martiennes et des preuves de vie martienne. Mais la preuve la plus récente et la plus convaincante ne se trouve pas dans une météorite, mais sur la planète même, bien qu'elle soit invisible à l'œil nu. Pendant des années, les spécialistes ont suivi la piste de l'eau. Mais il pourrait exister un autre élément intéressant. Entre 1999 et 2009, des observations spectrographiques ont permis de détecter sur Mars une combinaison de carbone et d'hydrogène, du gaz de méthane. La découverte de méthane dans l'atmosphère de Mars a été une vraie surprise. Des bulles de ce gaz semblent venir de points chauds au cours de l'été martien. Le problème, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de méthane sur Mars. La présence même de méthane sur Mars est un peu mystérieuse, car il ne tient pas. Sur Terre, la molécule de méthane est instable. Elle se désintègre au bout d'environ 3 siècles. Mais sur Mars, de puissants rayons ultraviolets et la foudre sèche, récemment découverte dans son atmosphère poussiéreuse, réduisent la durée de vie du méthane à quelques mois. Si on en trouve là-bas, cela signifie que quelque chose doit le recharger. Il ne tient pas, mais il est rechargé. D'où vient le méthane martien? Sur Terre, les volcans produisent de grandes quantités de méthane. Mais le mont Olympe, plus grand volcan du système solaire, n'est plus en activité depuis des millions d'années. Alors, d'où vient ce gaz? Le méthane peut être produit en sous-sol quand la roche basaltique se transforme en un minéral appelé serpentine et libère du méthane, qui peut alors s'infiltrer dans le sol et ressortir dans l'atmosphère. Mais ce processus nécessite la présence d'eau chaude. Et pour l'instant, on n'en a pas trouvé sur Mars. Les volcans que nous connaissons sur Mars pourraient-ils être en activité? Cela serait intéressant. Y aurait-il un phénomène de chimie aqueuse en surface que nous ignorons? À moins que cela relève du domaine de la biologie. Sur Terre, 90% du méthane est issu des bactéries animales ou végétales. Le méthane martien pourrait-il venir de colonies souterraines de bactéries? La découverte du méthane sur Mars a conduit les journaux à annoncer en gros titres que nous avions découvert des preuves de vie sur Mars. Il y a eu des tas de spéculations sur d'éventuelles créatures martiennes. Mais si la découverte de méthane sur Mars est intéressante, elle ne signifie pas que nous avons trouvé des créatures en train de gambader sur la planète rouge. Ce pourrait être une preuve de vie. C'est une direction à suivre et au bout, nous trouverons peut-être la vie. Aujourd'hui, la priorité pour les explorateurs est de trouver la source de ce méthane.
C'est un des objectifs des prochaines sondes martiennes. Nous voyons là une version de l'astromobile Mars Science Laboratory au banc d'essai. Quand il sera à la surface de Mars, il pourra mesurer la quantité de méthane et nous aurons enfin des réponses. Le Mars Science Laboratory, surnommé Curiosity, sera lancé à l'automne 2011 et se posera en 2012. Il a la taille d'une petite voiture et utilisera une nouvelle technique d'atterrissage, la grue volante. À 20 mètres au-dessus du sol, l'astromobile est séparé de l'étage de descente et descendu par des câbles. Il descend petit à petit vers le sol. Lorsque les roues du robot se posent, l'étage de descente la détecte, il détache les câbles, puis s'envole et va se poser plus loin en toute sécurité. Le robot est alors au sol, sur ses roues, prêt à travailler. Le radar à haute fréquence, essentiel pour l'atterrissage de la grue volante, a été monté sur un hélicoptère et conduit à la base aérienne d'Edwards, en Californie, pour réaliser des essais. Avant d'aller sur Mars, on fait d'abord tout un tas de simulations et d'analyses pour voir ce à quoi s'attendre en termes d'angle de descente et d'altitude du parachute. Pendant l'entrée, la descente et l'atterrissage, le radar indique la distance du sol et la vitesse de l'engin. Les informations permettent au système de contrôle de guider les propulseurs et d'assurer un atterrissage en douceur. On teste par morceaux, ici et là, mais le premier test réel aura lieu sur Mars. La mission principale de Mars Science Laboratory est de rechercher des traces d'anciens habitats. L'astromobile se déplacera vers des zones qui ont été autrefois détrempées d'eau et qui ont pu capturer des éléments organiques. Donc si on trouve ce genre de strates, on peut rouler sur ce type de roches, les forer et en extraire du matériau. Cela peut dire avec précision de quoi la roche est composée et s'il s'y trouve de la matière organique. Le Mars Science Laboratory sera un maillon supplémentaire dans la chaîne d'exploration déployée pour comprendre ce point rouge qui brille dans le ciel nocturne. Quand on rassemble toutes les preuves, on éprouve le besoin d'en trouver de nouvelles. On ne sait pas comment Mars a perdu son champ magnétique. On ne sait pas exactement comment elle a perdu son atmosphère. On ne sait pas non plus où est passée l'eau, si le méthane a été produit par une forme de vie, ou s'il est le résultat de réactions chimiques abiotiques. Peut-être pourra-t-on au XXIe siècle répondre aux questions qui ont déconcerté les XIXe et XXe siècles. J'ai posé la question à 5 autres scientifiques. À votre avis, combien de chances y a-t-il pour qu'il ait existé des formes de vie sur Mars ? 4 d'entre nous pensent qu'il y a plus de 90% de chances qu'il y ait eu, et qu'il y ait peut-être encore, de la vie sur Mars. Et 2 d'entre nous ont répondu moins de 15%. La question suivante était, si vous pensez qu'il y a moins de 15% de chances, cela vaut-il la peine de continuer à chercher ? Ils ont répondu immédiatement, absolument. Je ne crois pas que les robots, les sondes et les satellites trouveront de la vie sur Mars. Mais cela va sans doute nous occuper. Et un jour viendra où l'on ira sur Mars, on creusera, on forera, on réfléchira, on replacera les choses dans leur contexte et on arrivera à assembler les pièces de ce puzzle complexe. Et je suis optimiste. Je pense qu'on trouvera alors une preuve de vie passée ou présente.